Je donne pas cher de leur peau. Yasmine Abdel-Fadel. Et là, ils sont en pleine traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouf! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel-Fadel, Latraverse. Emmanuel, cette tuerie à Lewiston, dans le Maine, relance le débat, évidemment, aux États-Unis sur le contrôle des armes à feu. Mais ça, on le sait à l'avance qu'ils vont rien faire. Mais non, ils prient. Oui, là, c'est pas vrai qu'ils vont rien faire. Thoughts and prayers. Thoughts and prayers. Mais c'est un dossier qui est insoluble aux États-Unis à partir du moment où on instrumentalise la Constitution américaine. C'est écrit dans la Constitution qu'ils ont le droit de porter des armes. Le fait que ça a été écrit à une époque où c'était pour se protéger contre les Anglais et contre le colonisateur, et le fait que ça mérite d'être revu, actualisé aux normes d'aujourd'hui. Écoute, Moi, je lisais... Je propose un amendement à la Constitution américaine pour qu'ils puissent inscrire aussi le droit d'aller jouer au quilles un mercredi soir sans se faire tirer. Peut-être que là, Oui. on va le comprendre. Non, mais c'est tellement fort, le lobby aux États-Unis, que je lisais que depuis les années 90, il n'y a plus de recherche financée par l'État fédéral pour comprendre le phénomène de la violence armée. Et ça date d'une époque où la CDC, le Center for Disease Control, qui avait une assez grosse unité qui travaillait là-dessus, c'est pertinent de savoir, tu sais, question essentielle. Est-ce que le fait d'être armé à la maison fait que tu es mieux protégé en cas de crime, de tuerie, de situations semblables? Beaucoup aux États-Unis croient que oui, c'est la raison pour laquelle tout le monde a des armes chez eux. Et à l'époque, il y a une étude qui avait été publiée qui démontrait que non, qui était basée sur des statistiques. Ça a soulevé l'ire du National Rifle Association. Et dans un petit amendement, en arrière, comme ça, d'un gros projet de loi sur le budget, etc., on a interdit que tout fonds fédéral de recherche serve par la suite à faire du lobby pour le contrôle des armes à feu. Morale de l'histoire, la quantité de recherche sur le sujet a baissé de 95%, puis on navigue encore à l'aveugle aux États-Unis là-dessus. Alors, je veux dire, quand une société fait le choix de prendre une pelle, de creuser un trou, puis que tout le monde en même temps se mette la tête dans le sable, ben, qu'est-ce que tu veux, autour de principes idéologiques, il n'y a rien à faire, là. C'est assez dommage de voir ça et ça relance quand même le débat ici là, c'est sur ça qui est le intéressant. contrôle des armes à feu. Mais oui, parce que rappelle-toi que depuis la tuerie en Nouvelle-Écosse pendant la COVID, à cette époque-là, le gouvernement avait décidé de bannir toutes les armes de chasse de style d'assaut. Okay? Oui. Donc, des armes qu'on utilise supposément pour aller à la chasse, là, mais qui, entre toi et moi, là, c'est des armes de guerre. Là. Il n'y a aucune raison d'aller tuer le chevreuil ou le canard avec ça. Et on avait procédé par un arrêté en conseil. Mais c'est comme... Tu sais, ça marche tant que les libéraux sont au pouvoir, les conservateurs arrivent au pouvoir, puis, tu sais, une décision du Conseil des ministres, puis c'est fini. Alors, ils veulent pérenniser ça, puis c'est ce qui a fait qu'on a déposé un nouveau projet de loi qui, rappelle-toi, là, avait soulevé beaucoup de controverses, la liste était trop longue, mal faite, etc. Imagine-toi qu'il n'est pas encore adopté, ce projet de loi-là. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce projet de loi-là contient justement une mesure qu'on appelle les Red Flag Laws. Parce que malgré tous leurs défauts aux États-Unis, il y a quand même plus de la moitié des États ont ce qu'on appelle, mauvaise traduction, là, loi du drapeau rouge, là, où si quelqu'un est jugé comme posant une menace à lui-même ou à autrui, genre homme qui bat sa femme, genre personne psychotique qui parle de vouloir aller faire une tuerie sur une base de l'armée américaine, comme Robert Card, là, l'homme dont on parle à Lewiston, ben que les autorités sanitaires, les médecins peuvent aller devant un juge et obtenir qu'on lui retire le droit d'avoir des armes ou même qu'on aille jusqu'à saisir son arme pour une période déterminée, donc pour le protéger lui-même et se protéger le public. C'est possible au Canada, mais c'est immensément complexe. C'est la raison pour laquelle ces lois-là ne sont pas utilisées au Canada. Et ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est que dans le projet de loi déposé par le gouvernement, il y a toute une série de mesures pour rendre ces lois du drapeau rouge beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus automatiques, beaucoup
beaucoup plus accessible, oui, au service de l'ordre. Dans le cas du policier qui intervient dans un cas de dispute conjugale où il voit dans le registre des armes à feu que M. X a 3 carabines dans la maison, mais ça vaut aussi pour tout le corps médical qui interne des gens, qui soigne des gens qui sont dangereux, etc. Et donc, moi, le gouvernement est plus prudent maintenant parce qu'il y a souvent, très malencontreusement, instrumentalisé les tueries pour avancer son agenda de contrôle des armes à feu. Mais je suis certaine que dans le débat qui a lieu en ce moment, d'autant plus que c'est devant le Sénat en ce moment, ils ont une tendance à vouloir faire ce qu'ils veulent. C'est sûr que quand on voit un cas comme celui des États-Unis où cet homme-là avait été interné, avait proféré l'idée de procéder à une tuerie du genre. Ça n'a rien changé parce que dans l'État du Maine, pour qu'on retire ses armes à quelqu'un, il faut que ce soit fait par la police suite à une interception. Donc, si la police t'arrête, là, elle a le droit de te retirer ton arme parce que tu es un danger public. Mais les médecins n'ont pas le droit de le faire et c'est la raison pour laquelle cet homme-là, où il y avait 350 millions de signaux d'alarme autour de sa personne, mais en ce moment, on a tué 18, on a blessé 13 et dans la rue de campagne, alors qu'on le cherche et qu'il est immensément dangereux, on sait que c'est un super tireur, il a une formation militaire, etc. Alors, ça montre que, tu sais, on a tendance à très politiser le débat sur les armes à feu, mais les chasseurs, les armes de poing, etc. Mais il y a des éléments, moi, je trouve, dans le débat actuel au Canada qui sont vraiment presque de nature de santé publique. C'est de nature santé publique. Moi, je l'ai toujours cru. Là, tu sais, une personne qui a des problèmes, qui souffre de problèmes psychologiques, là, mais qui est proche d'un milieu de l'armement, avoir accès facilement à une arme, a déjà proféré des menaces, ben c'est sûr qu'il ne représente pas seulement une menace pour lui-même, mais également pour autrui. On le voit, 18 morts et près de 60 blessés, là. Ben, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va voir, est-ce que ça va aider le gouvernement à faire adopter son projet de loi? Je fais des appels aujourd'hui, c'est tellement litigieux. Le ministre précédent, Marco Mendicino, a tellement, j'allais dire, foutu le bordel, mais en tout cas, a tellement envenimé le débat. Non, oui, c'est ça, mais a tellement envenimé le débat que là, maintenant, le ministre actuel, Dominique Leblanc, procède doucement, avec prudence, pour réussir à finalement l'adopter. Donc, est-ce que ce sera le cas? On verra. Rapidement, parlons de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est devenu rien moins qu'une source d'inspiration pour le fédéral. Mais là, écoute, je pouvais pas passer à côté de cette... Tu sais, quand tout est béni pour toi, il y a comme des moments de grâce en politique, hein, où tout va à ton goût, tu débourses ton budget de l'an 1, M. Legault est en colère, il met de l'huile sur le feu, tu as l'air d'être au-dessus de tes affaires. Et là, j'apprends par le National Post, parce que vraiment, moi, les projets de loi privés des députés, je vais t'avouer, je vais pas les vérifier. Il y a un député du Nouveau-Brunswick, René Arsenault, qui a déposé un projet de loi privé pour qu'on change la loi sur le serment d'allégeance à Ottawa et qu'on n'ait plus à prêter serment au roi. Fait qu'il y aurait peut-être... Fait que Paul Saint-Pierre Plamondon... Paul Saint-Pierre Plamondon est devenu... icône fédéraliste libérale. C'est lui, Capitaine Canada. C'est lui. Il travaille pour l'unité canadienne plus que n'importe quel libéral, NPD ou conservateur, voyons. Hey, il est moderne de même, là. Alors, ce qui est malheureux, c'est que c'est un jeudi, M. Trudeau n'est pas à la Chambre des communes, on lui a pas posé la question, mais je prie, si quelqu'un m'entend, pour que la semaine prochaine... On prie pas au Québec, le 21, Manuel. C'est vrai, la laïcité. J'invoque les astres pour que la prochaine fois que M. Trudeau et que ses ministres auront un micro sur le nez, qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent du projet de loi, retiens ce chiffre crucial, c'est 347. 347, ça va devenir mon chiffre préféré. Mon Dieu, honnêtement, c'est vraiment intéressant. Paul Saint-Pierre Plamondon, ben s'il y a quelqu'un qui fait briller le Québec à l'international et dans les autres provinces, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu le savais pas, hein? Mais c'est ça. Je me suis dit aujourd'hui, là, je vais c'est devenu une menace pour le Parti libéral du Québec. Exactement. Emmanuel Latraverse, toujours un plaisir. Et on va surveiller C347 avec... C347. Au revoir. Bye bye. Restez